Lors des Journées du patrimoine, les 20 et 21 septembre, l'hospice de Malrégou à Saint-Jean-d'Estissac nous ouvrira ses portes pour nous faire découvrir le travail de Paul Chambost, sculpteur céramiste. Nous remercions de recevoir Canal Pourpre dans ce bel endroit de Malrégou où la nature et l'art se marient si bien. Ouais. Vous préparez en ce moment un événement, je pense. Donc je prépare les journées du patrimoine qui vont avoir lieu les week-ends du 20 et 21 septembre, effectivement. Et vous allez présenter principalement les œuvres de votre père, Alors, Paul Chambost. Comme tous les ans, lors des journées du patrimoine, je fais toujours une exposition sur les œuvres de Paul Chambost. Et puis en même temps, que ce soit dans le jardin ou dans la galerie, on peut découvrir des céramiques de créateurs contemporains, français et étrangers. Ceux que vous faites venir l'été plutôt ceux qui viennent présenter également au mois de juin, début juin, leur création. Et donc c'est le fond de la collection qui s'étoffe d'année en année et qui est toujours présenté en septembre également. Racontez-nous un petit peu l'histoire de votre père. Je pense qu'il est né au début du siècle. Il est né en 1906. Il va faire sa formation à l'école des arts appliqués parce que son père est sculpteur, sa mère est artiste peintre. Ils sont sur Saint-Étienne et Lyon. Ah, oui, d'accord. Et au début des années 1900, mon grand-père arrête son exploitation, son atelier de sculpture, puisqu'il sculptait les façades des maisons à l'époque, sculptait la pierre. Et avec l'arrivée du béton dans la construction et dans l'architecture, le métier a périclité. Donc il va venir sur Ivry-sur-Seine, il va acheter la marbrerie en face du cimetière d'Ivry. Et il va lancer son fils dans des études d'arts appliqués, donc sur Paris, l'école des arts appliqués. Donc il est formé pour devenir sculpteur et il est formé sculpteur. Et à un moment, il est formé pour être sculpteur et en tant que sculpteur, il va participer à l'exposition universelle de 1925 où il va avoir fort à faire. Il va participer aux façades de plusieurs pavillons qui seront présentés lors de l'exposition de 1925. D'accord. Ouais. Ouais. Et puis après, Ivry-sur-Seine, il va commencer sa céramique, conseillé par ses copains qui, eux, de la même école des arts appliqués, sont céramistes. Je pense à Pierre Fouquet notamment, et à René Lasserre. Et il va se former, il est un peu autodidacte en fait sur la terre. Et ce sont ses amis qui vont lui donner les premiers conseils justement nécessaires à la connaissance des émaux et au traitement de la forme et de l'émail. Mais c'est surtout après la guerre que son activité prend de l'essor apparemment. Alors avant-guerre, il va faire de l'art funéraire, des christs, des urnes, des croix, des couronnes de fleurs qui vont aller évidemment sur les tombes du cimetière d'Ivry. Et après, il part combattre au front et quand il va revenir blessé sous l'occupation, il va repartir, il va recommencer son atelier de céramique. C'est l'époque un peu trouble de Paris occupé. Mais déjà l'atelier repart avant la fin de la guerre. Et après-guerre, il va prendre des responsabilités. À partir de 1946, il va prendre des responsabilités à la chambre syndicale des céramistes de l'Île-de-France. Et là, il va militer pour la défense du métier et de la céramique des céramistes de l'Île-de-France. Et il va participer à la chambre syndicale des céramistes. Et il va être chargé du premier salon de la céramique en 1949. Et c'est une période où il y a une grande demande, parce que la France, il y a une grande demande d'objets utiles en même temps, beaux et utiles. Oui, tout à fait. En fait, les années 40, c'est à la fois beaucoup de l'utilitaire. Sous l'occupation, il va fabriquer de la poterie utilitaire, mais avec l'utilitaire, il y a le décoratif, il y a le vase, notamment. Et puis, 1949, on voit arriver des pichets, des formes à la fois utilitaires, mais effectivement, c'est l'exposition, le beau dans l'utile, et donc il faut allier les deux. C'est déjà une évolution de l'utile vers le décoratif. Et c'est à cette période-là qu'on trouve ces vases en volute et ces pichets en rondeur. C'est vraiment en 1950 que vont commencer les recherches des formes, les recherches des mots plus décoratifs, plus chatoyants. Et puis 1950, 1951, 52, le noir et le blanc, des pièces plus monumentales, vraiment pour les architectes d'intérieur, les décorateurs, effectivement, pour livrer et orner les intérieurs des maisons, des appartements qui se reconstruisent après-guerre. Et donc, c'est les années 52, 53 jusqu'à 59, c'est la belle période des années 50, où là, on va voir des formes complètement folles, des vases corolles, des vases cubistes
Et ces œuvres de cette période-là, elles sont très marquantes de cette période aussi. On les regarde et on sait tout de suite que c'est les années 50. Oui, tout à fait. Donc ça marque le 50 et en fait, il a participé amplement au style des années 50 et son travail se démarque complètement aussi des autres céramistes de l'époque. Et c'est vrai que quand on voit une pièce de Paul Chambost, sans le savoir, on sait que c'est lui, quoi. Voilà, ça se reconnaît. Et ensuite, donc, il quitte son activité son plein, il a un atelier avec plusieurs employés. Les belles et les grosses années de la production céramique, ce sont ces années 50. Et à partir de fin 50, début 60, pour tous les ateliers français, la demande commence à diminuer. L'âge d'or de la céramique, ce sont les années 50. D'autres matières qui arrivent aussi. Pierre Studenmeyer l'a bien relevé et en a fait un ouvrage sur la céramique des années 50. C'est vraiment l'âge d'or. Et à partir de début 60, ça commence à devenir difficile pour certains céramistes. On le voit chez Capron, par exemple, le nombre de salariés diminue. Et chez Chambost, c'est la même chose. De 14 salariés, il va passer à 8, à 6, à 4 salariés. Et vers 1964, la période où il va quitter Ivry pour venir en Dordogne, eh bien, il a que 4 salariés à l'atelier. D'accord. Et comment s'est fait ce passage? Pourquoi la Dordogne? Pourquoi Saint-Jean-d'Estaing? Pourquoi cette région? Vous avez compris que les années 50 furent des années trépidantes. Oui. Mon père, en 1964, a 58 ans. Et donc, il a envie de vivre un peu plus doucement, on va dire, de lever le pied. Et puis, ça n'a jamais été un chef d'entreprise et tout ça lui sort par les yeux. Il a envie de trouver un lieu où il va pouvoir s'adonner à la chasse, à la pêche, au jardinage. Et puis, moi, à l'époque, j'ai 8 ans. Donc, je pense que c'est un tout. Il a envie de continuer son travail de céramiste, mais tout en étant moins surmené. Et donc, mes parents, d'un commun accord, vraiment, décident de quitter la région parisienne. Et ils viennent en Périgord parce qu'en fait, ils voulaient dans le sud-est de la France. Et l'été 64, ils vont faire des recherches dans le sud-est, la Drôme, la Provence. Ils vont pas trouver le bâtiment, la maison de leurs rêves. Et puis, certaines maisons étaient intéressantes, mais il n'y avait pas de bâtiment annexe pour faire un atelier. C'était tout le problème. Et comme en 62, il est venu à Villamblar faire une conférence sur la céramique, ils se disent, en remontant sur Paris, on va passer par le Périgord. Et là, il trouve à Périgueux un agent immobilier qui s'appelait Albert Maille. Il lui explique ce qu'il recherche. Et le hasard a voulu que dans les 2 mois qui ont suivi, en septembre, Malrigou est à vendre. Le couple de décorateurs Serge Royot et son épouse décident de vendre cette propriété, qui était la première maison du jeune décorateur Serge Royot. Et donc mes parents, à l'automne 64, vont venir rendre visite au couple de décorateurs. Et le hasard veut qu'en fait, ils se connaissent. Ils s'étaient déjà rencontrés lors des salons Primavera au printemps, organisés par Colette Guéden, la styliste. D'accord. Qui était un peu la grande papesse de tout l'art de la table à l'époque. Tout à fait. Et c'est vrai que les salons Primavera étaient courus par le tout Paris. C'était vraiment le salon à la mode pour la décoration maison. C'était le lieu où il fallait pas seulement se montrer, mais il fallait aller voir la création contemporaine française s'exposer à Primavera, au magasin de décoration du printemps. Alors d'une enfance de petit Parisien ou presque, vous vous êtes retrouvé en petit Périgourdin. Mon terrain de jeu, c'était le trottoir du cimetière d'Ivry et l'atelier d'Ivry. Bon, il y avait bien les champs de ma tante et mon grand-père étaient horticulteurs en même temps et on faisait des chrysanthèmes. Beaucoup de chrysanthèmes à Ivry étaient commercialisés. Bon, je jouais dans le jardin, mais c'était pas pareil. Et donc, arrivé ici, c'était pour moi un tournant, évidemment. Je n'aspirais et je n'avais en tête que les animaux et la nature. Donc là, j'ai été servi. Oui. Un chien, un filet à papillons, à 8 ans, j'avais tout ce qu'il fallait. J'avais tout ce qu'il fallait pour le Périgord de plein pied. Et votre père et votre mère ont continué dans l'atelier à faire... Alors à partir de 65, ils vont travailler là. Ils vont travailler là tous les deux. C'est-à-dire que vraiment, on est sur un autre rythme. D'ailleurs, on le voit, il y a le potager à côté, le ruisseau l'Estissac à côté. Mes parents avaient une petite bâtisse à côté qui était la ferme du Parsou, qui attenait à cette propriété. Et il y avait l'élevage de lapins, de canards, de faisans, de poulets. Et mon père se rendait tous les jours là-bas pour nourrir la volaille. Voilà, donc il était en prise directe, il alternait la céramique, le potager, les volailles et la chasse et la pêche. C'est dans la variété que je trouve le bonheur. Et
du point de vue artistique, il a changé beaucoup à cette période-là. Alors, on va le voir à travers l'exposition. Début 60, les formes deviennent plus raisonnables, moins osées. Les émaux sont toujours de qualité, mais on est sur du blanc, sur du bleu, dans les années 64. La collection des années 63-64, c'est blanc et bleu, pour ainsi dire, au Salon des Ateliers d'Art, qui est à ce moment-là à la porte de Versailles. Et mon père, arrivant ici, va continuer le bleu, mais va vraiment s'orienter vers le bleu transparent, le bleu craquelé, et il n'a qu'une envie, c'est de maîtriser le bleu que font les Chinois. Les Chinois le faisaient sur porcelaine. Lui décide de faire le bleu chinois sur faïence, ce qui est très très difficile à réaliser. Et donc, cette prouesse, il va la dompter on va dire probablement en quelques mois. Et pendant de nombreuses années, pendant quasiment toutes les années 60-70, il va produire des bleus chinois, en trompe-l'œil de bleu chinois, sur faïence. Et donc, c'est ce retour à la civilisation chinoise. Il recherche un petit peu l'origine, en fait, de la céramique. Quelque part, il revient un peu à ses origines, parce que le sang de bœuf et le sang de bœuf et le céladon, il a fait ça dans les années 40. Il a fait ça en sortant de l'école, au contact de ses copains Lasserre et Fouquet, qui sont dans une céramique très traditionnelle, notamment Fouquet. Et mon père va repartir sur ce qu'il faisait en termes d'émaux. Il va reprendre un petit peu les émaux qu'il faisait dans les années 30. En poussant, mais en travaillant plus sur les transparences, sur la profondeur de l'émail et sur le craquelé. Le céladon et le bleu chinois sont des émaux craquelés. Et le craquelé s'obtient c'est une réaction au moment du refroidissement entre l'émail et la terre. Il y a des jeux de rétraction qui se créent, ça provoque la craquelure de l'émail. Voilà, il va s'amuser, on peut dire, à continuer toujours dans le trompe-l'œil, parce qu'en fait, Paul Chambost apparaît comme un roi du trompe-l'œil de son époque, et on peut dire du XXe siècle. Que ce soit le trompe-l'œil en forme, avec des coquillages, avec des piles de fruits, comme il a fait pour Primavera, ou ses assiettes en trompe-l'œil de nacre. Ces émaux, céladon et bleu, ce sont des trompe-l'œil des émaux chinois. Oui. Parce qu'il les fait sur faïence. Il donne le même aspect. Voilà, il obtient le même effet que ce que faisaient les Chinois. D'accord. Donc en quelque sorte, il s'assagit. C'est une céramique plus sage, plus traditionnelle. On est dans le courant des années 60 et de la décoration des années 60, début 70. C'est typiquement, justement, une céramique qui marche bien, qui se vend bien, puisque c'est la période des boutiques de cadeaux. À l'époque, 50, c'est la période de la reconstruction. Il faut remeubler. Les décorateurs demandent de la céramique pour meubler les intérieurs. Et puis les transitions, c'est les années 60-70. C'est la décoration à travers les boutiques de cadeaux qui se déploient et qui se montent un peu partout en France. Et tout ça, ça demandait un effort de commercialisation. C'était votre mère qui s'occupait de ça? Oui, ma mère s'occupait de tout ce qui était cuisson, emballage, commercialisation. Et puis mes parents, 2 fois par an, faisaient le salon des ateliers d'art à la porte de Versailles. Et donc ça leur suffisait à prendre des commandes auprès des décorateurs et de ces fameuses boutiques de décoration et ces boutiques de cadeaux qui venaient s'approvisionner au salon des ateliers d'art. C'est l'époque, dans les années, alors je ne sais plus exactement, c'est début 70 ou fin 60, c'est l'émergence des magasins de cadeaux et de décoration comme Rocher-Beaubois par exemple, qui vont être clients en France. Et qui vont diffuser les céramiques de Paul Chambost en France. Et alors, début 70, il y a un lien entre la volaille et l'élevage des canards et des poules, c'est que mon père, tous les jours, allait relever les œufs. Et un jour, il s'est dit, tiens, je vais essayer de reproduire l'œuf de poule. Et une année, comme ça, pour Noël, sur le salon, il va sortir des œufs dimension nature, dimension œuf de poule. Et ça va susciter un grand intérêt dans la clientèle, et du coup en rentrant, il décide de décliner l'œuf en plusieurs tailles. Et ça va faire le succès commercial des années 70. Avec les grands œufs colorés qu'on connaît. Il va créer des groupes d'œufs avec 5 tailles différentes, et puis surtout il va s'exercer à créer des émaux, toujours en trompe-l'œil de coquilles d'œufs. Et puis, alors ce sont des beiges, ce sont alors l'œuf d'autruche, l'œuf de poule, on a des coquilles qui sont de couleurs différentes. Alors là ce sont des couleurs plutôt mates. L'œuf d'autruche, il est beige piqueté de brun. Et puis l'œuf de poule, tout le monde connaît, c'est une couleur uniforme.
Et puis après, il va aller chercher des couleurs plus sophistiquées. Il va imiter les œufs de caille. Et puis je lui demande, est-ce que tu es capable de faire un œuf de grive, un œuf de merle? Et il va se prendre au jeu, il va réaliser, il est capable de réaliser tous les trompe-l'œil possibles, imaginables. Et puis dans cette commercialisation et dans sa réflexion, il va aller vers la position d'or sur les œufs, à fond rouge, à fond bleu, à fond noir. Et il va commercialiser donc des œufs noirs et or, bleu et or, rouge et or. Ça, c'est un grand succès. Qui vont également très bien marcher. Et ça va partir notamment en Moyen-Orient, au Maroc. Ça part dans les grandes maisons et dans les grandes boutiques de décoration. On aime ce qui brille. Oui, on aime aussi ce qui brille. Oui. C'est pas trop son style. C'est vrai que ce côté clinquant, il a hésité. Et puis finalement, la perfection de la forme le permettait aussi quelque part. Ça marque une époque, ça marque la période des années 70. D'accord. Et sa carrière, il a travaillé. Alors il a travaillé jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à 77 ans. Il va aller venir entre la maison, son jardin et l'atelier. Et puis la maladie va l'emporter en janvier 83, mais jusqu'en 82, il a fait le salon des ateliers d'art à la porte de Versailles avec ma mère. Tous les deux, ils partaient. La voiture était bourrée, pleine, et puis ils montaient leur stand. Et puis c'était les 8-10 jours à Paris. Les grandes villes à Paris avant de revenir. Ils revenaient sur les genoux, mais ils avaient pris leur commande. Bon, ben, je vous remercie. On peut peut-être passer vers l'intérieur pour nous parler des œuvres qu'on peut y voir. Oui, qu'on peut voir pour les journées du patrimoine. Qui vont être exposées lors des journées du patrimoine. Tout à fait, oui. Rappelez-moi le troisième week-end de septembre. Voilà, le troisième week-end de septembre, le 20 et le 21. Ce sera ouvert le samedi après-midi et puis le dimanche toute la journée de 10h à 19h le dimanche. Et le samedi de 14h à 19h. Ce sera un beau week-end pour une petite sortie en campagne. Espérons qu'il y aura de la lumière comme aujourd'hui. Oui, c'est assez beau. Voilà. Non.